Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki 1400 GT-R de 2016. Allez, c'est parti! Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'une 1400 GT-R. Et d'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà testé ce modèle il y a maintenant quelques années. Donc pourquoi on refait le test? Eh bien tout simplement car un de mes abonnés m'a proposé celle-ci qui est en full, contrairement à la précédente qui était encore bridée avec l'ancienne norme française qui limitait les puissances à 100 chevaux. Donc aujourd'hui, on retrouve cette grosse routière. En plus, c'est la toute dernière année de production, ou du moins toute dernière année de distribution en France. Donc 2016, elle a été encore vendue pendant quelques années aux États-Unis par exemple. Bon, esthétiquement, cette version 2016 n'a que très peu de différence par rapport à celle de 2013 que j'avais déjà pu tester. Je sais par exemple qu'il y a eu quelques points techniques qui ont été améliorés, quelques joints, des roulements, la selle je crois a été un tout petit peu retravaillée, ainsi que les suspensions, mais globalement la machine n'avait pas réellement été modifiée dans son principe de base. Donc pour ceux qui découvriraient ce modèle, je tiens néanmoins à refaire le test dans son intégralité. Donc au niveau de la motorisation, il s'agit d'un 4 cylindres en ligne à injection et refroidissement liquide bien entendu. Celui-ci était d'ailleurs le même moteur qui équipait la ZZR 1400, sauf que là le moteur est un peu moins puissant. Il est donné pour 155 chevaux, ce qui est déjà une belle puissance, et on a sur cette machine le système Kawasaki Ram Air qui permet logiquement de gagner encore 5 chevaux pour porter la puissance donc à 160 lorsqu'on va à une certaine vitesse. Et malheureusement, je ne sais pas à partir de quelle vitesse on peut avoir cet effet Ram Air. Le modèle que je vous présente, sinon, n'a quasiment pas été accessoirisé. C'est une machine qui est assez proche de l'origine. On a, vous voyez, même l'échappement d'origine, ce qui est relativement rare, vu que c'est une pièce que certains peuvent considérer comme disgracieuse. Finalement, le seul accessoire qui n'est vraiment pas de chez Kawasaki, il s'agit des protections, les crash bars, qui intègrent également, vous le voyez, des feux longue portée. La moto est en finition grand toureur, donc il y a également toute la bagagerie officielle de chez Kawasaki, les deux valises latérales ainsi que le top case qui sont, vous le voyez, couleur carrosserie et qui intègrent à l'intérieur des sacs qui sont siglés aussi de la marque Kawasaki. Bon, me voilà en centre-ville avec cette grosse mémère et c'est toujours un peu intimidant. Cette machine est quand même relativement lourde. Elle est donnée dans cette version grand toureur pour un poids qui avoisine les 320 kg. C'est assez volumineux. Et surtout, si vous êtes petit comme moi je mesure 1m70 m, eh bien la machine semble un peu large, un peu haute. Mettre les deux pieds au sol, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais heureusement, dès qu'on a pris un peu d'élan, la machine est plutôt stable et relativement facile. Ça me surprend d'ailleurs car la précédente que j'avais testée me semblait un peu difficile à basse vitesse. Peut-être que ce sont les pneus qui équipent le modèle que j'ai aujourd'hui qui donnent un meilleur, comment dire, une meilleure vivacité. Là il s'agit de pneus de chez Michelin. Et donc vous voyez que à l'arrêt, je peux mettre un pied au sol mais je peux même pas le mettre complètement à plat, parce que j'ai les repose-pieds qui viennent me taper dans les mollets. Bon, la position de conduite sinon est relativement droite. On est un tout petit peu basculé vers l'avant afin de bien saisir le guidon. Vous voyez que celui-ci est comment dire, assez rehaussé. Les repose-pieds sont un tout petit peu vers l'arrière. Donc on a une position très légèrement sportive. Franchement, on est plutôt bien. Vu qu'il s'agit d'une grosse routière, on retrouve un détail assez commun à ce genre de machine,
les rétroviseurs qui sont pratiquement intégrés dans le carénage, donc ils sont relativement bas, très sur l'extérieur, je vois parfaitement bien ce qu'il y a derrière moi, et ça sans que j'ai besoin de bouger les bras, ça c'est vraiment très bien. Et si nécessaire, la position de conduite me permet néanmoins de me retourner afin de vérifier ce qui se passe dans les angles morts. Donc en termes de prise d'information, on est bien. Bon, à l'époque c'était une machine quand même assez bien équipée. Donc on a des poignées chauffantes, on a un bouton qui est dans le carénage qui permet de changer assez rapidement à quelle intensité de chauffe on a besoin. Là aujourd'hui il fait pas très froid, il doit faire, vous voyez, 7 degrés. Par contre c'est relativement humide. Comme la dernière fois, il a plu, allez, il y a à peine 20 minutes. La route en plus est assez grasse. Donc aujourd'hui, avec cette version débridée, il va falloir que je me méfie. Bon, sur ce modèle, vous voyez qu'on a une bulle réglable électriquement. Donc ça, c'est très bien. On a une particularité par contre, c'est que vous voyez, la protection passe du tout autour. Là, je l'ai mis en position basse et la protection est totalement inexistante. Donc je me sens obligé à chaque fois de la mettre au plus haut. Et là, il n'y a plus de problème. Je suis vraiment parfaitement bien dissimulé derrière celle-ci. Je n'ai pas d'air sur les mains, j'en ai pas sur le torse ni sur le casque. J'ai un tout petit filet d'air qui rentre sur ma visière. C'est parfait. Et vous voyez que la particularité de cette bulle, c'est qu'on a un clapet en plein milieu qui peut s'ouvrir afin de créer un flux d'air. Il semblerait que ça puisse être utile. Pour l'instant, je ne vois pas à quel moment. J'arrive sur l'emplacement où j'utilise à chaque fois la moto à très basse vitesse. Là, vous voyez que je suis à peine à 20 km/h. Et la machine se manœuvre beaucoup plus facilement que dans mon souvenir. Je pense vraiment que finalement les pneus participent énormément à la facilité d'utilisation sur une machine de ce genre. Sinon, en termes de taille, il s'agit de roues en 17 pouces. C'est du 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Bon les amis, on est comme d'habitude ici pour tester l'accélération. Aujourd'hui la moto est vraiment puissante, donc 155 chevaux, 160 avec le rameur. Il y a toujours les mêmes aides électroniques. On a déjà le freinage couplé, le KACT, qui peut être utilisé sous deux formes différentes. Donc le freinage couplé fait que si je freine de l'avant ou de l'arrière, il y aura forcément une répartition automatique du freinage, et c'est couplé bien sûr à un système ABS. Et on a le KTRC, donc Kawasaki Traction Control, qui lui peut être activé ou désactivé. Donc je vais refaire le test d'accélération. Aujourd'hui, avec plus de puissance, ça devrait forcément être mieux. Mais j'ai quand même une petite crainte, car il semblerait que sur cette version 2016, la première a été raccourcie. Donc je ne sais pas si je pourrais atteindre les 100 km/h en première. On va essayer ça. Donc on a aussi un mode éco que je vais désactiver. Pour l'instant, je roulais en mode éco. Donc là, je passe en mode normal. Et on va voir comment ça se comporte. Donc je rappelle, 155 chevaux pour environ 320 kg, plus mes grosses fesses dessus. Allez, c'est parti. Alors effectivement, vous voyez que je suis monté à quasiment 10 000 tours et j'ai pas pris les 100 km/h. Je voulais voir aussi comment ça allait se comporter, parce que la route est, vous l'avez vu, brillante, un peu boueuse. La moto est facile, linéaire dans son comportement, il n'y a pas de brusquerie finalement en termes de sensation, il n'y a pas de grosse différence par rapport à la version bridée. On va refaire ça dans l'autre sens, et là il faut bien que je me concentre pour arriver à passer la deuxième au bon moment, pour monter à 100 km/h. Allez, on va vérifier aussi l'angle de braquage. Logiquement, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre différence avec le modèle que j'ai testé précédemment. Donc, de mémoire, ça va sortir de la route. Et oui, ça sort totalement. Allez, on est reparti. Ce coup-ci, j'essaie vraiment d'atteindre les 100 km/h au plus vite. Let's go! Freine. Donc frein arrière ça freine assez peu, frein avant ça marche déjà nettement mieux.
Pas oublier qu'on a toujours ce système de régulation du freinage automatique, de répartition du freinage. Donc je sais qu'il y a deux modes différents. Là je vais changer. On verra comment ça se comporte. Donc là je suis à assez faible vitesse si je freine de l'arrière. Ouais, le deuxième mode je préfère. Il est un peu plus mordant, un peu plus incisif. Comme la dernière fois, hein, il y avait un des deux modes que je préférais. Le problème, c'est que les modes n'ont pas réellement de nom, c'est juste un logo au tableau de bord. Donc je ne saurais pas vous dire quel mode je préfère. Allez, on continue. Dans ce rond-point, ah, la machine est quand même lourde. Hein. Quand elle se bascule, on sent bien que c'est pas une petite mémère. Et je réaccélère. Ouais, on a bien ce comportement de 4 cylindres, hein. Faut monter quand même un peu dans les tours pour avoir de la perf. Et on sent bien que au-delà des 5000, là on commence à avoir de la puissance. Pour l'instant, je trouve la machine plus agréable hein, en version débridée que bridée, mais la différence n'est pas si flagrante que ça. Finalement, j'ai presque l'impression que lorsqu'elle est bridée, elle est en mode économique tout le temps en fait. Sur le guidon, on retrouve les mêmes commodos, donc des commodos assez gros. Sur le côté gauche, vous voyez qu'il y a tout ce qui gère l'éclairage. On a les boutons orange pour le KACT et le KTRC. On a le bouton pour régler la hauteur de la bulle. Et vous avez aussi derrière, dissimulé, un bouton qui permet de changer les infos au tableau de bord. Sur la droite, c'est beaucoup plus simple. Démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Le tableau de bord, lui, est toujours avec ses gros compteurs à aiguille, ce que j'apprécie toujours autant d'ailleurs. La vitesse est, elle, graduée jusqu'à 300, ce qui, de nouveau, montre les performances de ce moteur. Et au milieu de tout ça, vous avez un écran à cristaux liquides qui est assez fourni en termes d'informations. Vous avez le rapport engagé, on a la température extérieure, on a bien sûr la conso instantanée et moyenne, les tripes, le kilométrage, la jauge de température, jauge de carburant, le mode éco, le mode de freinage, une horloge. Enfin, c'est très très complet. Il ne faut pas oublier que c'est une machine qui a été conçue il y a maintenant plus de 15 ans. Franchement, avoir autant d'infos à l'époque, c'était quand même très très bien. Nous revoilà en ville. D'ailleurs, ici, il va falloir ralentir un peu. Allez, repasse au vert. Et non, je dois mettre le pied au sol et c'est toujours ce que j'essaie d'éviter avec cette machine. Allez, on est reparti. Alors quand on est en mode normal, hein, les accélérations sont quand même beaucoup plus fulgurantes que lorsqu'on est sur le mode économique. Hein. Donc au niveau de la souplesse, vous voyez que ce moteur reprend à très très bas régime. Hein. Je peux me mettre directement en 6e. Là je suis à 1000 tours. Et bah, ça vibrote un petit peu. Hein. Je suis en sous-régime clairement. Mais il n'y a pas de difficulté, le moteur ne va pas caler et si je réaccélère, ça repart. De nouveau, avec ce genre de motorisation, bah, vous ne pouvez pas réellement caler bêtement ou vous faire désarçonner sur un coup de piston. Le 4 cylindres en ligne, pour ça, est vraiment super agréable. Allez, de nouveau, un passage à basse vitesse. Et je le redis, hein, pour moi, la monte de pneus sur une machine de ce gabarit est vraiment primordiale car avec ces pneus Michelin c'est beaucoup plus simple que lorsque j'avais testé la première fois cette moto. D'ailleurs je me souviens plus quel pneu elle avait à l'époque. Ça se trouve je vous dis une énorme ânerie, elle avait les mêmes pneus et ça voudrait dire que les quelques différences qu'il y a entre les deux motos bah, justifieraient que celle-ci est plus maniable. Mais je pense vraiment que ça vient des pneus. Allez, ici je réaccélère. Vous voyez que j'étais à bas régime et de nouveau ça reprend très très bien. La sonorité de l'échappement est assez contenue, en même temps c'est logique vu qu'on a l'échappement d'origine, tout en gardant quand même ce côté un peu criard hein, du 4 cylindres qu'on monte vraiment dans les tours.
Maintenant, un petit dodane, je le prends à 30 km/h, même procédure qu'habituellement. Alors c'est très ferme, hein. Vous voyez qu'à l'avant, on a une grosse fourche inversée réglable. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur, lui aussi réglable rapidement avec une petite molette déportée. Et franchement, c'est assez ferme. Et en même temps, j'ai l'impression que si j'essaie de prendre le dodane un peu plus vite, ça va être presque désagréable. Là, je le prends à 40, allez, j'essaye. Ouais, non, finalement, ça reste ferme. D'ailleurs, actuellement, hein, les suspensions ont été refaites. Elles ont été, je trouve pas le terme, remises en état à l'origine. Et le propriétaire me disait que pour le test, il a remis les réglages d'origine. Alors, petite particularité, vous voyez que lorsque j'accélère assez peu, on a un voyant éco qui s'affiche même lorsque je ne suis pas dans le mode éco. Ce qui veut dire qu'on peut rouler de manière économique, peu importe le mode. Bon, la boîte de vitesse fonctionne très bien, hein, comme d'habitude. Là, c'est une boîte 6. Il n'y a pas de shifter hein, sur celle-ci. Me voilà maintenant dans la succession de virages que je prends à chaque fois. De nouveau, je vais être très méfiant car la route est intégralement recouverte d'humidité. Comme je vous l'ai dit, il pleuvait encore il y a à peine 20 minutes. Le freinage est vraiment rassurant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les leviers de frein et d'embrayage d'origine sont réglables en écartement. Et vous voyez d'ailleurs que l'embrayage est hydraulique. Bon, je me doute hein, qu'il doit être possible avec cette machine de rouler assez fort. Mais le gabarit de celle-ci ne m'incite pas forcément à prendre beaucoup de risques. Faut croire qu'il y a une malédiction vu que les deux tests que j'aurais fait sur cette 1400 GTR étaient toujours dans des conditions pluvieuses. Après, ce que j'apprécie toujours, hein, c'est ce moteur qui est vraiment efficace dès les bas régimes. Hein. Même en restant à moins de 3-4 000 tours, ça fonctionne déjà suffisamment. Allez, ici on va remonter à 90. Ouais, bah, comme je m'y attendais un peu, j'ai à peine eu le temps de baisser les yeux pour voir ma vitesse que j'avais déjà largement dépassé le 90. C'est toujours un peu le souci avec ce genre de missile. Lorsqu'on évolue dans un trafic un petit peu dense, ce qui est toujours appréciable avec une machine de ce genre, c'est qu'on a l'impression d'être sur quelque chose de visible. On a presque l'impression d'être aussi visible qu'une voiture. C'est une moto assez large, volumineuse, surtout en plus aujourd'hui avec la bagagerie. On est un peu haut, on surplombe bien, on prend facilement les infos. On se sent en sécurité, surtout qu'elle n'est pas violente lorsqu'on réaccélère un peu. Et si vous voulez vraiment vous rassurer, il y a le mode éco. Après, quand je vous dis qu'elle n'est pas violente, il faut vraiment rester sur un filet de gaz. Hein. Car si vous accélérez un peu plus fort, tout de suite, elle change quand même de comportement. On va maintenant passer sur l'autoroute, ce qui devrait être le lieu de prédilection d'une machine comme celle-ci. Allez, j'accélère un peu. Donc on arrive tout de suite à plus de 110. Je vais dépasser ce poids lourd. Je suis en overdrive, donc la 6e. Je vais faire un test de reprise. J'accélère à fond. Ouais, ça reprend très bien et c'est sans brusquerie. Et on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. On comprend bien pourquoi le compteur est gradué jusqu'à 300. On se doute que la vitesse max doit être juste délirante. La protection est plutôt bonne. J'ai quasiment pas d'air sur mes jambes. Un tout petit peu sur le casque et les bras. Franchement, à 130, on est très bien. Et la selle est plutôt confortable. Là, je vais redépasser. Ouais, c'est vraiment hyper confortable. On peut prendre de la vitesse sans même s'en apercevoir. D'ailleurs, faut que je me calme. Allez, sortons de l'autoroute. Ah, le freinage est toujours aussi nickel. Hein. Je touche à peine au frein avant et wouh, ça me cloue sur place. Freinage assisté est nickel. Maintenant, au niveau de l'éclairage, vous voyez qu'on a un très gros phare avant. C'est assez habituel sur une machine de ce genre.
c'est encore un éclairage avec des ampoules halogènes. On a les clignotants qui sont intégrés dans le carénage avant. Et à l'arrière, pareil, tout est intégré directement dans le carénage. Esthétiquement, moi, je trouve ça très joli. Vu que sur cette moto, on a une transmission finale par cardan, on pourrait s'attendre à avoir parfois quelques à-coups. Et franchement, pour l'instant, j'ai absolument aucun problème. C'est fluide, ça se passe bien. Cette machine est homogène, rassurante. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Franchement, le moteur, c'est vraiment pas le problème sur cette machine, hein. Il est totalement surdimensionné en termes de performance. Ça marche super bien, mais c'est vrai que finalement, en utilisation réelle, vous n'utiliserez que très peu les 155 chevaux. Donc maintenant, on a fait le tour concernant les aspects dynamiques. Finalement, ce bridage ou ce débridage n'apporte pas grand chose, mais c'est vrai que si vous pouvez avoir la même moto avec le débridage, hein, bah, n'hésitez pas. La version 155 chevaux est quand même plus agréable que la version 100 chevaux. Concernant les aspects pratiques, il n'y a bien sûr aucune différence avec la précédente que j'avais pu tester. Je vous rappelle donc que sous la selle, vous n'avez aucun rangement. Celle-ci se démonte uniquement pour un accès technique. Vous pouvez, avec cette selle, prendre un passager très facilement. Si en plus vous avez les bagages, comme aujourd'hui, bah, ça fait office de dossier et il y a des poignées de maintien, donc rouler avec un passager n'est vraiment pas un problème. Et l'autre point qui est toujours aussi surprenant pour moi, c'est que cette moto consomme finalement assez peu. Vous voyez que l'afficheur en face de moi indique une moyenne à 5,3 litres au 100. Pour une moto de ce gabarit et de ses performances, c'est vraiment pas mal. Et le propriétaire a bien confirmé que c'est pas un problème de l'afficheur, hein. Elle consomme vraiment à peine plus de 5 litres au 100 quand vous roulez normalement avec. Donc finalement, ce modèle 2016 est-il réellement meilleur que le 2013 ? Et les autres précédents, bien sûr. Bah, je dirais que oui, il y a quelques petites améliorations. Je sais qu'ils ont changé le roulement de colonne de direction. Ça peut aussi participer au fait que je la trouve plus facile. Ils ont changé globalement quelques petites bricoles comme ça. Je pourrais pas vous faire la liste complète de ce qui a été changé. Mais ça participe à une réelle amélioration, une facilité. Et je le redis, pour moi, il y a aussi une histoire de pneus. D'une machine à l'autre, c'est pas possible qu'il y ait autant d'écart autrement que via les pneus. La 2016, c'est une des plus récentes vendues en France, donc c'est forcément aussi sur le marché de l'occasion une des plus chères. Actuellement, un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc avec le pack Grand Toureur en parfait état, ça vaut environ 10 000 €. Tout dépendra bien sûr ensuite du kilométrage de la machine. C'est une machine qui est extrêmement fiable. D'ailleurs, là, le modèle que je teste aujourd'hui a déjà dépassé les 100 000 km sans problème. L'entretien, lui, est quand même un peu coûteux, vous vous en doutez, hein, vu que c'est une machine intégralement carénée. Ça coûte assez cher lors des opérations de maintenance, ne serait-ce que pour accéder aux parties techniques. Donc finalement, ça me réconcilie un peu avec cette GTR 1400 que j'avais vraiment trouvé assez difficile à utiliser la première fois. Là, c'est bien mieux, même si, il faut l'avouer, je lui préfère encore sa concurrente directe de l'époque, la Yamaha FJR, qui pour moi est plus simple, plus facile et aussi moins coûteuse en entretien, moins lourde. Néanmoins, cette GTR 1400 est très sympa. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que d'origine, il n'y a quasiment rien pour ranger des choses, mis à part peut-être le vide-poche qui est ici dans le carénage. Donc, si vous en voulez une, essayez de privilégier celles qui ont toute la bagagerie, comme aujourd'hui. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour
des caractéristiques de cette GTR 1400 de 2016. Cette vidéo bien sûr a été rendue possible grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à braver le froid et l'hiver sur plusieurs heures de route afin que je puisse vous présenter cette machine débridée. Merci encore à lui. Je tiens d'ailleurs à repréciser que sur ma chaîne, l'intégralité des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise que le lieu de tournage des vidéos se trouve en Normandie, près de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux et de vous abonner si le contenu vous plaît, vu que je sors des tests de ce genre très régulièrement. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi et je vous dis à bientôt et surtout, V à tous! Maintenant que j'ai pu tester cette GTR 1400 débridée, ce que j'aimerais beaucoup, c'est un jour pouvoir tester sa sœur, la ZZR 1400, qui, avec le même moteur, développe pas loin de 200 chevaux, peut-être même un peu plus. Ça reste une des grosses routières que je n'ai jamais eu l'occasion de tester pour le moment.